Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment apprendre le français grâce au rap? Une professeure de français justement nous éclaire sur le sujet et c'est l'objet de notre focus du jour. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Lev Frankel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue Lev. Vous nous accompagnez aujourd'hui tout au long de cette émission. De quoi allons-nous parler? Alors aujourd'hui on va parler de philosophie de l'art dans la série Viking. Et puis c'est notre question du jour juste avant la chronique de Lev. À l'ère de la révolution numérique, l'intégration des technologies dans l'éducation devient absolument incontournable. Comment les enseignants sont-ils préparés à ce tournant technologique? Quels sont les défis et les opportunités qui se profilent? Et puis quelles en sont aussi les craintes et les réticentes? On va voir tout ça ensemble et voir comment la formation et l'innovation des enseignants est en train de révolutionner l'éducation avec notre invitée du jour, Marianne Denis. Elle est la directrice générale de Milan Presse. Bonjour Marianne. Bonjour. Bienvenue. De tout ça, on en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Apprendre la temporalité des verbes et des figures de style avec du rap, c'est possible. Et c'est une professeure de français et d'histoire-géographie, Marion Barlogis, qui le prouve sur sa chaîne YouTube, lancée lors du confinement en 2020. On va voir justement ce que ça donne avec Xavier Terrade. Béné, il dit « c'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi à quoi ça sert de faire des études ». Il est donc au présent. Il est au présent et en plus il le marque par l'immédiateté de son besoin, c'est maintenant que. Et là, Kerry James, il lui répond au futur de l'indicatif. S'il répond au futur, c'est intéressant à analyser parce que ça marque vraiment une certitude de sa part. Apprendre la temporalité des verbes grâce au rap, et notamment au morceau de Kerry James, c'est ce que propose Marion Barlogis. Sur sa page YouTube, depuis le premier confinement début 2020, la professeure de français tient à réhabiliter le rap, parfois injustement décrié. C'est aussi l'occasion, petite parenthèse, de répondre à l'absurdité qu'on entend parfois, comme quoi le rap serait une sous-culture d'analphabètes. Donc voilà, ignorance ou mauvaise foi, je ne sais pas. Mais force est de constater qu'il y a tout sauf de l'analphabétisme dans les phrases qui arrivent. Pour elle, le rap peut aussi permettre d'étudier les figures de style, comme le chiasme. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Alors là, vous repérez la symétrie dans la construction, la croix, si on écrit cette phrase. Il y a yeux qui se répète et se répond, et pareil avec bleu. Dans une vidéo plus récente, en septembre 2022, Marion Barlogis se permettait toutefois de tacler Weshden et sa phrase sans verbe « tu hors de ma vue ». En fait, si tout le monde lui tombe dessus et se moque d'elle, c'est parce que malheureusement, elle a oublié le verbe. Il n'y a pas de verbe dans sa phrase alors qu'il en faut un. De façon plus classique, la professeure de français et d'histoire-géographie propose aussi à ses abonnés YouTube, avec son regard pluridisciplinaire, d'analyser la mise en scène des discours politiques, toujours en trouvant le bon ton. Et puis c'est notre question du jour. Quel est l'état des pratiques numériques des enseignants en France? L'enquête menée par l'IFOP pour Milan Presse et le think tank Vers le Haut nous révèle justement qu'ils sont de plus en plus nombreux à avoir un usage régulier des ressources numériques en classe. Quelles sont ces ressources justement et comment les utilisent-ils? Cette enquête va nous dévoiler justement ces nouvelles pratiques des enseignants. On va en parler dans un instant avec notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, en visioconférence, nous recevons donc Marianne Denis. Vous êtes la directrice générale de Milan Presse. Quels sont justement les résultats de votre étude? D'abord, peut-être une première question pour commencer. Comment les enseignants, selon cette étude, ce sondage que vous avez mené chez Milan Presse avec l'IFOP, comment les enseignants intègrent-ils les technologies numériques dans leur quotidien, dans leur métier d'enseignant? Alors, je crois que le premier enseignement de ce sondage, c'est que c'est un usage absolument massif du numérique dans les classes, puisque 9 enseignants sur 10 déclarent utiliser des ressources numériques en classe. Donc ça c'est vraiment généralisé et ça concerne tout le monde, quel que soit l'âge de l'enseignant, son ancienneté, le territoire dans lequel il fait école et le cycle, puisque nous avons interrogé des enseignants du primaire jusqu'au lycée. Donc vraiment c'est ça le premier enseignement, et parmi ces 9 sur 10, il y en a les 2/3 qui utilisent des ressources numériques toutes les semaines. Donc il y a vraiment un usage très ritualisé dans la classe. Marianne Denis, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par ressources numériques? C'est un peu un melting pot de plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Alors,
Pour eux, des ressources numériques, c'est tout ce qui peut venir de supports numériques. Donc, il y a un usage très important de ressources mises à disposition par l'éducation nationale. 67% des enseignants les utilisent. Mais juste derrière, il y a aussi des ressources qui ont été recommandées par leurs pairs et des ressources d'éditeurs privés. Ils font beaucoup appel à des chaînes YouTube. Ils sont 62% à dire qu'ils font appel à des chaînes YouTube et ils font aussi beaucoup appel à des ressources qui sont présentes sur les ENT. Donc c'est vraiment des usages très diversifiés et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est des ressources qu'ils ont découvertes par des recherches personnelles. En fait, ils préparent leurs cours en allant sur Internet, en regardant ce qui existe, et c'est par des recherches personnelles qu'ils intègrent ces supports numériques dans leurs cours. C'est justement effectivement ce que j'allais vous dire, parce qu'en lisant votre étude, on découvre que les enseignants sont 8 sur 10 à déclarer que les ressources qu'ils utilisent sont le fruit de leurs propres recherches. Quel est le constat que vous faites? C'est que l'éducation, vous en avez parlé, certes, elle pousse des ressources numériques aux enseignants, mais est-ce qu'elle ne le fait pas assez? Est-ce que ces ressources ne sont pas assez innovantes, peut-être, pour les enseignants? À mon sens, on voit qu'il y a quand même des déficits importants, puisque les enseignants déclarent se former tout seuls pour 50% d'entre eux. Seulement 18% disent qu'ils ont été formés par l'éducation nationale. Ils font effectivement beaucoup de recherches par eux-mêmes et ils n'ont pas toujours l'équipement dont il faudrait qu'ils puissent disposer pour bien utiliser les ressources. Alors après, évidemment, l'éducation nationale n'a pas du tout fait fi de tout ça. Aujourd'hui, il y a un plan important qui est développé par le réseau Canopé, qui a fait un appel d'offres pour développer des ressources numériques. Mais ce plan, il concerne 12 territoires numériques éducatifs, donc 12 départements, et l'expérimentation dure 3 ans. Donc on a un petit peu l'impression qu'il y a du retard et que les enseignants, ils ont découvert pour beaucoup l'importance et le rôle que peut avoir le numérique en classe à la faveur du confinement. Ils en ont retiré des usages qui pouvaient être intéressants pour leur classe et de ce fait, ils ont développé beaucoup plus vite que ce que fait l'éducation nationale leurs propres moyens d'avoir du numérique en classe et de répondre ainsi à leurs besoins pédagogiques. Pour vous, effectivement, la crise sanitaire a fait changer quelque part les mentalités dans l'enseignement? Elle a accéléré vraiment très fortement l'usage du numérique. Alors, au moment de la crise sanitaire, on le sait, les écarts ont été creusés, donc le tout numérique pour faire classe avait évidemment ses limites. Mais malgré tout, les enseignants, ils ont découvert une autre façon, d'autres outils qui peuvent avoir des qualités d'interactivité, d'attractivité pour les élèves. Donc, ils ont appris à les utiliser, ils ont découvert des ressources. Nous, chez Milan, pendant le confinement, on a vu très nettement l'usage de nos ressources numériques proposées aux enseignants exploser. Un site comme unjourunactu.com qui décrypte l'actualité pour les élèves, ça a doublé en trafic pour les enseignants. Donc il y a eu vraiment des usages qui se sont beaucoup développés et qui, pour partie d'entre eux, sont restés dans les classes ensuite. Lev Frankel, vous êtes notre chroniqueur du jour. Vous êtes professeur de philosophie au lycée, dans des universités aussi. Vous cartonnez sur TikTok avec vos cours de philo. Vous avez vu aussi, dans la crise du coronavirus, une explosion du numérique dans vos salles de classe. Ça vous a aidé? Ça perpétue encore aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Alors moi, j'utilisais depuis longtemps des extraits de films en classe, puis des vidéos YouTube. Et j'ai d'ailleurs des collègues aussi parfois qui me disent qu'ils mettent mes vidéos YouTube en classe, ça peut leur arriver. Et je crois qu'il faut absolument... Voilà, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui et c'est devenu un outil indispensable. Je me retourne vers vous maintenant, Marie-Anne Denis, directrice générale de Milan Presse, puisque, comme le dit Lev, comme vous le dites aussi très justement, le numérique est de plus en plus important aujourd'hui dans la vie des enseignants. Il y a aussi un autre sujet qui est le sujet de la formation des enseignants. Que dit votre enquête à ce sujet? Je vous ai cité ces chiffres un peu rapidement. En fait, les enseignants, ils sont 50% à déclarer qu'ils se forment par eux-mêmes. Donc, pour moi, il y a une insuffisance de la formation. Encore une fois, l'éducation nationale fait des efforts, notamment avec Canopé, qui est le réseau qui forme les enseignants. Mais on voit bien que pour beaucoup d'entre eux, ma foi, ils se sont laissés guider. Et puis, ils ont essayé de trouver des ressources qui leur convenaient, qu'ils utilisent sans véritable formation. Alors, je ne sais pas s'ils s'en plaignent véritablement ou pas. Ce n'est pas une question qu'on a posée. Donc, je ne sais pas s'il y a un motif d'insatisfaction à ce sujet. Mais malgré tout, 50% auto-formés, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour eux, pour les aider. Et puis, l'autre point aussi, c'est que
ils recherchent beaucoup le soutien d'autres professeurs, d'autres enseignants, puisque pour 50% des enseignants que nous avons interrogés, ils font partie de communautés d'enseignants où ils échangent leurs bonnes pratiques, où ils discutent de leur manière de faire cours. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de formation entre pairs qui permet de comparer ces pratiques et de les enrichir. Vous parlez justement de ces communautés d'enseignants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au-delà de ces ressources effectivement qu'ils vont utiliser dans leur salle de classe avec leurs élèves? Est-ce que vous pensez aussi que ces communautés permettent aux enseignants de chercher une sorte de sentiment d'appartenance, du soutien, de l'entraide qu'ils n'ont pas peut-être forcément de la part de l'éducation nationale? Alors, je ne sais pas s'ils ne l'ont pas forcément de la part de l'éducation nationale, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de partager ces bonnes pratiques et puis d'avoir des encouragements et d'échanger tout simplement sur sa vie. Donc, très clairement, oui, il y a une forme d'entraide, de solidarité qui existe dans ces communautés. Quelles sont les compétences numériques les plus essentielles, justement, selon eux, pour apporter un peu d'innovation dans leur travail, dans leur métier? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils vont chercher plutôt des ressources numériques pour les apprentissages qui n'ont pas trait aux savoirs fondamentaux. Ils sont que 43% à dire qu'ils ont recours au numérique sur les savoirs fondamentaux. Ils sont 60% à le faire pour d'autres matières. Nous, ce qu'on voit fortement chez Milan, on a développé un concept qui sont des webinaires qui s'appelle Un jour une actu le direct, qui sont faits pour les classes de CM2. C'est un rendez-vous qu'on donne une fois tous les 2 mois aux enseignants avec leur classe sur des thématiques d'enseignement moral et civique. Et en fait, les thèmes qui sont les plus portés, ce sont des thèmes comme l'égalité filles-garçons ou le harcèlement, sur lequel l'enseignant est content de pouvoir avoir recours à un discours extérieur, parce que c'est pas forcément évident de parler de harcèlement ou d'égalité filles-garçons dans sa classe. Donc finalement, ils assistent à nos émissions, ils y participent, parce que ça leur donne un outil clé en main pour pouvoir gérer une séquence sur ces thèmes avec leur classe. Sur le harcèlement, l'an dernier, on a eu 2300 classes connectées. Ça veut dire qu'on touche 80 000 élèves sur cette thématique. C'est énorme effectivement. Est-ce que vous pensez aussi que justement ces sujets de formation, d'apport du numérique dans les salles de classe, ça permet quelque part de réduire la fracture numérique entre les enseignants et les élèves? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est massif, qu'effectivement, moi je pense que le grand mérite de l'apport du numérique en classe, c'est que les élèves l'utilisent évidemment beaucoup hors la classe. Donc il y a aussi une possibilité d'accéder et d'être en communauté autour d'un outil que les enfants et les ados utilisent beaucoup. Pour les enseignants, de leur parler avec ce mode-là, et puis aussi de former les élèves à une bonne pratique du numérique. Ça peut être aussi cet intérêt pédagogique qu'on peut y voir, en leur montrant quelles ressources sont utilisées, pourquoi. Il y a aussi des discussions qui peuvent s'engager sur ce thème-là. Est-ce que les enseignants estiment justement, peut-être dans votre enquête, que les enfants sont assez bien formés justement au numérique aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont très tôt maintenant sur les réseaux sociaux, qu'ils dépassent peut-être parfois le maître sur le sujet du numérique. Il y a aussi ce sujet-là, la formation des enfants au numérique. En fait, oui, il y a 2 choses dans l'utilisation des outils numériques. Il y a le fait d'utiliser un outil numérique en classe parce que ça permet de faire passer un savoir d'une façon un petit peu différente, en le rendant plus attractif, en faisant en sorte que les enfants y soient plus impliqués. Mais il y a aussi effectivement toute cette éducation au numérique qui est fondamentale. Et les enseignants le savent bien et le développent de plus en plus. Donc il y a utiliser le numérique en classe, former les élèves au numérique. Ce sont 2 choses différentes, mais qui peuvent bien sûr cohabiter. Et justement, on va continuer de parler de ces usages du numérique et puis de la formation, évidemment, des enseignants. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
Let's do time trials for 3 different ways to empty this bottle. The first way is to do absolutely nothing special and just flip it upside down. As you can see, this is really slow because the air bubbles have to go in to fill the vacuum that's created as the water's leaving, and these bubbles obstruct the flow of water. By the time the bottle was completely empty in this method, it was around 15.5 seconds. The second strategy is to swing the bottle around to create a vortex. As you can see, this creates a channel of air that helps relieve the pressure and improve the time. This method was almost twice as fast as the first one at around 8.5 seconds. Lastly, the pro strategy, which is to use a straw, unblock the hole right as you release it. The straw provides a passageway to relieve the pressure, and it results in the fastest time at around 4.5 seconds. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Marianne Denis, directrice générale de Milan Presse. Mais juste avant, Marianne, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lev Frankel qui a une idée derrière la tech. Alors, Lev, avec vous, on va parler de la série Viking. Voilà, exactement. Et on va parler de philosophie de l'art, notamment la philosophie de l'art de Hegel, dans la série Viking, qui met en scène le terrible Ragnar Lodbrok, qui aurait vécu, selon la légende, entre le 8e et le 9e siècle. Alors, dans cette série, il y a une scène qui m'a particulièrement intéressé, parce qu'elle permet de comprendre à quel point l'histoire de l'art dépend de l'histoire des religions. On ne peut rien comprendre à l'histoire de l'art si on n'a pas en tête en même temps l'histoire des religions. Mais quel est le rapport entre les deux ? L'art, c'est la manifestation d'une idée dans le sensible. L'artiste, c'est celui qui arrive à matérialiser concrètement une idée dans la matière, dans des couleurs, dans des textures, dans des sons, dans des mouvements du corps. L'artiste nous donne à voir ce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi le but de la religion. Nous donner à voir le monde des dieux, le monde des esprits, un monde qui échappe à notre perception sensible. C'est pas un hasard si les premières représentations artistiques sont profondément religieuses. Il y a 4500 ans, le Sphinx de Gizeh, par exemple, moitié lion, moitié humain, de 73 mètres de long, très imposant, représente une créature fantastique qui échappe à notre perception. Même un artiste moderne comme Picasso nous donne à voir la face cachée des objets, celle qui ne se donne jamais au regard. C'est ce qu'on appelle le cubisme analytique. La femme qui pleure, qu'on est en train de voir, on la voit en même temps de face et de profil, ce qui est évidemment impossible, mais ça permet de donner une intensité particulière à l'émotion qui est dégagée dans ce tableau. Et alors ça, là, vous arrivez à le voir dans la série Viking, c'est ça ? Oui, et bien justement. Dans la saison 1, épisode 3, Ragnar a mené une expédition guerrière sur un monastère et il a ramené chez lui un moine chrétien pour lui servir d'esclave, Athelstan. Ragnar demande alors à Athelstan quel est cet étrange pendentif qu'il porte autour du cou. Le moine lui répond immédiatement qu'il s'agit de son dieu. Et là, le viking explose de rire. Comment peut-on vénérer un dieu aussi faible, aussi fragile, en train d'agoniser sur une croix ? Les Vikings, eux, vénèrent des dieux bien puissants, bien phalliques. On pense évidemment à Thor avec son gros marteau, un valeureux combattant, dieu du tonnerre et de la foudre. Pour un Viking ou pour un Grec de l'Antiquité aussi, c'est absurde de vénérer un dieu aussi fragile que le Christ, une sorte de philosophe hippie, pacifiste, qui prône l'amour et qui finit par devenir victime de la cruauté des hommes. Pensez par exemple aux sculptures antiques des dieux grecs. On est dans la beauté, on est dans la puissance. Les dieux sont alors de sortes de super-héros tout-puissants. Le christianisme opère un retournement. Dieu n'est plus du tout puissant, on passe de la figure du Père à la figure du Fils. Dieu ne s'incarne pas dans un guerrier bodybuildé, mais sous la forme d'un être humain dans toute sa sensibilité. Ce n'est plus un Dieu qui demande aux hommes de se sacrifier pour eux, mais c'est Dieu lui-même qui se sacrifie pour libérer les hommes de leurs fautes.
C'est ce que le philosophe Hegel appelle le romantisme. Un art qui ne se contente plus simplement de représenter la beauté, la puissance, mais un art qui va au contraire exprimer ce que nous avons de plus intime, l'intériorité de notre âme. Dans les statues grecques, il y avait de la beauté, il y avait de la puissance, mais si peu d'émotion finalement, si peu de sensibilité. Et le courant romantique, justement, ça date pas plutôt du 19e siècle ? C'est vrai. Mais pour Hegel, tout ça trouve déjà son origine à partir du christianisme, lorsque les artistes se mettent à représenter la vie intérieure de l'esprit humain. On pense évidemment aux premières représentations de Jésus en souffrance sur la croix, ce qu'on appelle la Passion. Mais ensuite, la Renaissance, avec Léonard de Vinci, qui va peindre la tendresse et la compassion de Marie envers son enfant. Et puis tout ça culmine avec Shakespeare qui met en scène la passion amoureuse dans Roméo et Juliette. Si on est passé de l'art classique focalisé sur la beauté à un art plus romantique qui vise à exprimer notre sensibilité, nos émotions, c'est certainement, selon Hegel, par l'influence du christianisme qui opère un renversement de notre rapport à Dieu. Et je crois que cet épisode de la série Viking le montre particulièrement bien. Voilà, apprendre la philosophie grâce aux séries. Merci beaucoup en tout cas, Lev Frankel. Et puis nous, on va continuer nos échanges sur le rapport qu'ont les enseignants au numérique dans la deuxième partie du talk. Bon, on l'a vu en première partie, les pratiques numériques des enseignants ne cessent d'évoluer, notamment depuis la crise sanitaire du coronavirus. Les demandes se font aussi de plus en plus nombreuses, de plus en plus pressantes aussi, pour plus d'innovation et de formation au numérique. Et on continue justement d'en parler avec Marie-Anne Denis, la directrice générale de Milan Presse. Avec vous, on va continuer de parler de ce sujet-là, et notamment du sujet du parc informatique français, parce qu'on ne peut pas parler de numérique dans l'enseignement sans parler de l'état du parc informatique dans l'enseignement. Quel est-il ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Oui, on a posé la question aux enseignants de savoir de quoi ils disposaient. Alors, ils disent être à 60% équipés d'un vidéoprojecteur et d'un ou plusieurs ordinateurs. C'est déjà 60%, pas tout à fait génial. Mais ils ne sont que 47% à disposer d'une connexion Internet qui fonctionne correctement. Donc, il y a vraiment une insuffisance très importante et une inégalité dans les territoires sur l'équipement pour pratiquer correctement l'informatique avec les élèves. Alors, ce retard-là, encore une fois, j'espère il va être comblé, puisque dans le plan France 2030, qui a un financement de 200 millions d'euros, il est prévu l'équipement des classes, un déploiement plus fort. Il est prévu également une meilleure coéducation avec les parents sur tous les sujets du numérique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des solutions numériques qui vont être déployées dans les écoles, qui sont des solutions proposées par des éditeurs privés et par des sociétés d'EdTech. Mais tout cela, ça va prendre du temps. Et nous, on a interrogé des enseignants qui sont nos clients, et très souvent, on arrive à des aberrations. C'est-à-dire que l'enseignant, il fait comme il peut, c'est-à-dire qu'il va sur des sites web et il imprime des copies d'écran chez lui pour pouvoir après donner des listes de questions ou des travaux à faire à ses élèves. Donc il y a vraiment un gros déficit d'équipement, et ça, vraiment, les enseignants s'en plaignent. Pour ceux qui se retrouvent dans une petite école rurale mal connectée, forcément, c'est très limitant. Lev Frankel, vous avez été enseignant, vous l'êtes encore aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vécu, justement, ce déficit d'équipement informatique ? C'est vrai qu'il y a une certaine inégalité entre les établissements. Il y a certains établissements où il y a des TBI dans toutes les classes, des tableaux connectés, etc., qui sont très pratiques. Et puis il y en a d'autres où, effectivement, on doit demander à l'avance pour diffuser même une bande-annonce d'un film ou quoi. Et ça peut être assez pénible pour l'enseignant, effectivement, d'être dans de tels établissements. Ouais. D'où vient justement le problème, selon vous, Marie-Anne Denis ? Qu'est-ce qui entrave en fait l'innovation dans l'éducation aujourd'hui ? Est-ce que c'est le prix des tablettes, des ordinateurs, de ces tableaux numériques aussi ? Est-ce que c'est au contraire le coût de la formation, l'absence de Wi-Fi dans les écoles ? Moi, je pense que c'est un gros retard à l'allumage. C'est-à-dire que les usages ont explosé avec la crise sanitaire, avec le fait que les enfants sont de plus en plus devant les écrans et que les ressources deviennent de meilleure qualité. Donc il y a une véritable demande de la part des enseignants et un besoin d'accéder à ces ressources numériques. Et il y a eu un retard à l'allumage et sur la formation et sur l'équipement. Et comme le disait Lev, il y a vraiment aussi une inégalité selon les territoires. L'éducation nationale, elle n'est pas à l'origine de tout non plus. Quand on a une mauvaise connexion, parce que le réseau est mauvais dans une commune, l'école,
assujettis au même sort. Et ça, l'éducation nationale n'en est pas responsable, mais ça reste néanmoins un constat difficile pour l'enseignant. Bien sûr, bien sûr. Le Covid, vous l'avez dit, a fait changer les mentalités et puis évidemment les usages dans les écoles, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. On a vu aussi une explosion d'outils EdTech, éducatifs et technologiques dans les salles de classe et puis dans les maisons. Ça vient aussi avec quelques débats, notamment sur l'utilisation des données des enseignants et des élèves. Est-ce que vous le remarquez aussi dans votre sondage ? Oui, alors on ne l'a pas évoqué dans notre enquête, donc je vais avoir du mal à vous répondre sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le projet développé par Canopé, il y a vraiment une grosse astreinte pour les éditeurs privés et les sociétés EdTech, c'est qu'on devait se connecter au système de l'éducation nationale qui s'appelle le GAR, qui permet de protéger les données des élèves et des enseignants. Donc ce qui relève des ressources de l'éducation nationale, il y a vraiment un mode de fonctionnement qui permet de protéger ces données. Après, quand l'enseignant se connecte par ses propres moyens à des ressources qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, oui, effectivement, il peut y avoir ce type de problématique. Je ne peux pas vous dire s'ils y sont sensibles ou pas, mais de fait, ils utilisent beaucoup de ressources numériques et je ne suis pas sûre que ce soit toujours bien protégé. Si on se penche aussi un petit peu, pour terminer cette interview, vers l'international. En Suède, vous le savez sans doute, le débat s'installe sur l'éducation de nos plus jeunes grâce aux écrans, dans un pays où les enfants sont exposés très jeunes sur les écrans de l'école maternelle. Le gouvernement a décidé de développer une enveloppe de 60 millions d'euros pour revenir justement au manuel scolaire. C'est l'inverse de la France. En comparaison, les enfants suédois qui sont scolarisés entre le CM1 et la 4e sont 7 fois plus nombreux à avoir accès à un ordinateur en cours de sciences qu'en France. Il est là le sujet. Comment vous avez réagi à cette annonce, justement, à quelque part ce retour en arrière ? Mais moi, je pense qu'il faut garder une forme d'équilibre dans toute chose et que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que le numérique peut apporter en classe ? On peut se dire qu'avec des ressources bien faites, le numérique, il peut aider les enseignants à développer de la pédagogie différenciée. Vous savez, le fait de tenir compte du niveau des élèves et de proposer des exercices différents en fonction de leur niveau. Il peut permettre à des enfants qui sont en difficulté en classe de mieux accrocher à l'acquisition des savoirs parce qu'il y a une forme de gamification qui peut les aider à rentrer dans les apprentissages de manière plus sereine que s'il s'agissait de livres. Il peut aussi aider à la coparentalité, à la coéducation, puisque aujourd'hui on voit que les espaces numériques de travail ils permettent aux enseignants et aux parents de mieux communiquer. Donc tout ça, c'est des bénéfices qui peuvent arriver. Et puis c'est aussi suivre les usages que les enfants connaissent. Mais pour autant, bien sûr qu'il faut continuer à lire. Je suis éditrice de presse, magazine, donc je ne peux pas vous dire le contraire. C'est évidemment fondamental que les enfants continuent à avoir des manuels scolaires, qu'ils continuent à lire. Et puis c'est évidemment fondamental aussi que l'acquisition des savoirs, elle passe par des dialogues, par des interactions humaines et pas que par du numérique. On l'a vu au moment de la crise sanitaire, le fait d'être 100% numérique, ça a creusé les écarts. Donc tout ça, c'est une question vraiment de dosage, d'utiliser le numérique au bon moment et avec de bonnes ressources. La crise sanitaire, justement, elle a changé aussi votre métier, vous, en tant qu'auditeur de presse. Vous avez dû numériser vos... Oui, c'est ça ? Alors... Je vais vous dire, là aussi, effectivement, ça a explosé l'usage du numérique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu vraiment des croissances d'audience très fortes sur nos sites. On a installé les webinaires dont je vous parlais. Je ne pense pas qu'on aurait eu le même succès avant parce que les enseignants avaient pris l'habitude d'utiliser ce type d'outils dans leur classe. Et pour autant, pendant cette crise sanitaire, on a eu des résultats en abonnement qui étaient énormes parce qu'il y avait aussi ce besoin de dire mon enfant continue à lire ou dans ma classe, je vais avoir des ressources magazines, des ressources de lecture papier qui sont importantes. Donc je pense que ce que ça a produit, c'est une coexistence renforcée entre les supports papier et les supports numériques. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut plus se passer de la proposition de ressources numériques, qu'il s'agisse des enseignants ou des parents. On ne peut plus s'en passer. Ce sera notre mot de la fin. Parce que vous l'avez vu, le numérique à l'école, c'est aussi de nombreux atouts. Il donne un accès illimité à de nombreuses ressources aussi. Il a aussi permis, pendant le Covid, de permettre à des écoliers du monde entier de continuer à apprendre lors des différents confinements. Vous l'aurez constaté, il reste aussi un peu de boulot à faire en France sur les sujets du numérique, mais on est sur une très très bonne voie. Merci de nous avoir éclairés. En tout cas, Marie-Anne Denis, directrice générale de Milan Presse. Merci aussi à notre chroniqueur
Lève, pour sa première aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très très vite dans l'école du futur.